ZAD, tout ce qui se passe là, les grands projets inutiles et imposés. D'après moi, ces grands projets, de toute façon, c'est économiquement pour essayer de soutenir une économie qui ne va plus. Et que si on ne va pas dans ce sens-là, si on ne va pas vers la croissance, alors que aujourd'hui la croissance, elle est obsolète, quoi. Enfin, si on continue dans cette croissance, si on double la croissance, il n'y a plus de planète. Donc on se rend bien compte que c'est plus vers la décroissance qu'il faudra aller. Mais si on va vers là, c'est pour que justement ce système économique ne s'effondre pas, quoi. D'après moi, tous ces grands projets à grande échelle qui sont imposés, c'est pour éviter cet effondrement économique, quoi. D'accord. Et on parlait tout à l'heure un petit peu au téléphone, hors antenne, et tu me parlais de plusieurs expériences justement que tu as pu faire, des bonnes idées de citoyens pour essayer de porter la voix d'un maximum de gens, même dans un système où c'est dur de faire parler tout le monde. Est-ce que tu peux nous raconter quelques anecdotes de ce style? Oui, de toute façon, on voit bien que c'est par nous-mêmes, par les citoyens, qu'on se réappropriera la politique, hein. Parce que j'avais participé à la démocratie participative, justement, de Montpellier. Avec, j'avais même un ami qui faisait partie des indignés, qui était quelqu'un de très engagé, et qui a été le président de la commission centre, de la commission participative centre, du centre de Montpellier. Pendant un an, il a fait ça, et on l'a gentiment renvoyé au bout d'un an en lui disant que ce qu'il voulait faire était trop démocratique. Donc c'est pas la mairie c'est pas la mairie ni l'État ni la nation, quoi, en fait, qui fera en sorte qu'on puisse avoir des expérimentations démocratiques, qu'on puisse avoir plus de démocratie. Si la mairie voulait le faire, comme disait Eric tout à l'heure, je crois, ça serait très simple pour elle de lancer une consultation populaire, savoir qu'est-ce que veulent vraiment les citoyens, si on va dans tel sens ou dans tel sens. Ils ne le font pas, ils ne veulent pas prendre une base de données où tout le monde pourrait être référencé, enfin tous ceux qui le veulent, où tout le monde pourrait donner leur avis. Ils ont les moyens de communication, pour ça ils ont tous les moyens qu'il faut. Ils ne le font pas et je pense qu'ils ne le feront jamais. C'est pour ça que, enfin, on ne peut pas leur faire confiance à ce niveau-là, puisque ça serait leur mettre des bâtons dans les roues, quoi. La politique actuellement, surtout à grande échelle, c'est un peu comme si on laissait, si notre patron nous laissait écrire notre fiche de paye et notre contrat de travail Ça serait à bien. sa place. Voilà, ça serait super, hein, pour nous. Mais voilà, c'est ce qu'on fait avec nos employés qui sont les députés, les parlementaires, c'est ce qu'on fait. C'est exactement ce qu'on fait. C'est eux qui écrivent des lois, alors que nous n'avons aucune emprise sur ces lois mêmes. Oui, d'accord. Moi, j'ai une question. Alors Clément, une question question intermédiaire. C'est toutes ces expériences démocratiques qui se basent notamment sur l'horizontalité, l'absence de verticalité, donc de hiérarchie et de décentralisation. Comment est-ce que ça peut fonctionner? Parce que tout le monde n'a pas un avis sur tout, et surtout tous les avis ne sont pas nécessairement valables sur tous les sujets. Et comment est-ce qu'on fait pour agréger tous les intérêts de tout le monde qui ne sont pas forcément compatibles? Enfin, comment vous voyez ça à grande échelle? Oui, bah déjà, c'est pas à échelle totale, quoi. Ouais. La démocratie, c'est pas 100%, même si on avait une véritable démocratie, ce serait pas 100% des citoyens qui y participeraient. Parce qu'à mon avis, qu'on soit dans une dictature, dans une démocratie comme actuellement, je dirais plutôt un gouvernement représentatif, ou qu'on soit dans une véritable démocratie, il y aura toujours quelque chose comme 80% des gens qui suivront. Donc si on était dans une démocratie, ça serait plus environ 20% des personnes qui pourraient écrire les règles d'un contrat social, plutôt qu'une petite oligarchie d'une centaine de personnes, comme actuellement, ou d'un seul monarque ou tyran dans un régime totalitaire. Donc ça sera une participation. L'idéal, à mon avis, justement, ce serait que 15-20% de la population se saisisse un peu de la politique, du néo-politique, parce que la politique actuelle, pour moi, elle est archaïque, et pour beaucoup de monde d'ailleurs, hein, elle commence à être vraiment dépassée, il faudrait la renouveler plus fortement qu'en votant droite à la place de gauche ou gauche à la place de droite. Et il faudrait que 15-20% de la population se saisisse de cette volonté de faire les choses, de participer à la démocratie. Une fois qu'on aura une masse critique, justement, on ne pourra plus nous arrêter, quoi. Parce que on
ira vers une démocratie et ça sera pas 100% des gens, mais ça sera 20% des gens qui pourront décider des affaires communes et qui seront volontaires, donc engagés. Donc ça sera pas tous les intérêts de tout le monde, mais c'est compliqué, mais ça sera aussi pas plus compliqué, je veux dire, qu'au Parlement. En tout cas, c'est un gros défi, mais tu m'avais parlé aussi d'initiatives, même au niveau européen. La preuve, c'est possible au moins de tenter des choses. Une initiative de créer une liste pour les élections européennes qui représente un maximum la voix des personnes, de tous les citoyens, d'ailleurs. Oui, voilà, il y a eu des expérimentations comme ça aux dernières européennes. C'était le mouvement Démocratie réelle, où il y a eu plusieurs régions qui ont lancé une liste, Démocratie réelle, où si on avait des députés élus, chaque député serait juste l'intermédiaire du citoyen. Les gens voteraient par Internet les lois directement, et les députés élus de Démocratie réelle seraient là juste pour aller voter au Parlement européen les lois telles qu'elles ont été votées sur Internet, quoi. Donc juste un coursier du peuple. Par exemple, bon, ça n'a pas marché parce que évidemment il faut énormément de budget pour pouvoir se faire connaître en politique. C'est pour ça que c'est toujours les mêmes d'ailleurs qui remportent les élections. Mais à plus petite échelle, ça existe aussi, puisque à Saint-André de Valborgne, donc dans les Cévennes, il y a un petit village où j'ai une amie qui a expérimenté justement le même genre de choses, et elle a réussi par tirage au sort justement dans sa commune. Elle a appelé tous les habitants de sa commune et par tirage au sort, il y a eu 5 personnes qui ont été désignées pour faire une liste concurrente au maire sortant, qui est là depuis des années et qui n'est pas, lui, démocratique du tout, puisque, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est quelqu'un où beaucoup de gens voudraient le débarrasser. Mais comme il était tout seul jusqu'à présent, elle a fait une liste donc assez originale. Et ils sont 5 pour l'instant au Conseil, ils sont 5 contre 6 de l'ancienne liste. Donc il y a des tensions. Si vous voulez voir vraiment ce qui se passe, la première motion qu'elle a voulu faire passer, elle, et ils mettent des bâtons dans les roues pour ça, alors que c'est parfaitement légal, c'était de filmer les conseils. Filmer les conseils et les rendre publics par vidéo, puisque un conseil est public par excellence. Hein. Et elle a voulu les filmer et le maire ne veut absolument pas de ça, quoi. Donc si vous tapez Saint-André de Valborgne, démocratie Saint-André, ça suffit sur Google. Ok, on ira se renseigner. Il y a un blog, c'est assez incroyable les prises de pouvoir et les tensions qu'il y a là-dessus, quoi. Ok, on se renseignera, on mettra toutes les références sur le site de l'Ouvre-Tête, toutes les références grâce auxquelles vous pouvez vous renseigner mieux sur le sujet. J'avais une dernière question pour toi, je vais peut-être te prendre un peu de cours, mais sur cette histoire de gare TGV, si on voulait du moins pas forcément influer la décision dans un sens ou dans l'autre, mais au moins faire porter la voix des personnes avec les avis différents qui peuvent exister et qui existent. Il y a des avis positifs aussi dans la population. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour porter cette voix-là auprès des élus au moins? Auprès des élus, on voit bien que de toute façon, on peut toujours leur porter tout ce qu'on veut. Auprès des élus, ils en tiennent compte s'ils ont envie, ils n'en tiennent pas compte s'ils ont envie. Donc c'est plus une question de motivation de chacun de nous. C'est à nous d'aller de l'avant, de faire des choses, de montrer des choses. C'est comme disait Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Donc si nous-mêmes, nous ne faisons rien, il ne faut pas espérer, avec une pétition ou quelque chose comme ça, atteindre les élus. Après, il y a des élus qui sont contre cette gare. Hein. Pourtant, ces élus qui sont contre cette gare ne sont même pas écoutés non plus, puisque ça va à l'encontre d'intérêts financiers pour la plupart du temps. Mais les avis positifs et les avis négatifs, évidemment qu'ils sont bons à prendre. Mais il faudrait savoir combien il y en a pour chaque. Et il faudrait qu'on... Je pense que c'est par des outils citoyens qu'on arrivera à des choses comme ça, mais il faut qu'on se prenne en main nous-mêmes, quoi. Et oui. En tout cas, il y a une première étape, c'est de s'informer. Alors, merci Jérôme pour ta participation. Voilà. Et merci à vous. Hein. Ouais, merci. Allez, ciao. Salut. Et oui, il y a une première étape, c'est déjà de s'informer sur le sujet. Donc, maintenant, on va quand même se reposer un petit peu, faire une pause musicale. Clément, tu nous proposais une musique, je crois. Hein. Oui, tout à fait, parce que ce soir, avec une bonne partie de l'équipe de